Bonjour, je suis Julien Delagrandane, investisseur expérimenté, auteur, entrepreneur. Et on se retrouve aujourd'hui pour la session trimestrielle de questions à l'investisseur expert. Les questions que j'ai reçues ce trimestre de votre part sont peut-être parmi les plus challengeantes que j'ai eu à traiter depuis que j'ai lancé ce format d'émission où je réponds directement à vos questions sur l'investissement. On va parler d'immobilier, de bourse et même de side business. Et j'essaierai de répondre à vos questions à la lumière de mes 15 ans d'expérience en investissement immobilier, de mes 30 ans d'investissement en bourse en tant que particulier et même de mes 15 ans en tant que trader professionnel sur les marchés de l'énergie. Tous ces éléments qui m'ont permis aujourd'hui d'atteindre l'indépendance financière. Que cette indépendance financière soit in fine votre but ou que vous cherchiez simplement à améliorer la gestion de votre argent, ce contenu devrait être riche d'inputs pour que vous puissiez améliorer la gestion de votre patrimoine. J'aime particulièrement ce format d'émission puisque c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand moi-même j'ai débuté l'investissement. En effet, dans les questions, on a des gens plus ou moins expérimentés et qui en sont à différentes phases de leur processus d'investisseur. Et c'est intéressant parce que ceux qui sont plus débutants vont pouvoir découvrir les questions que se posent les investisseurs qui en sont à des phases ultérieures et donc ils vont pouvoir anticiper les prochaines étapes. Mais même les investisseurs qui sont un peu plus avancés, quand ils entendent des questions des débutants, eh bien, ils peuvent voir la réponse que je leur donne. Et finalement, c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Donc, ils vont pouvoir comparer avec ce qu'ils ont fait et ce que moi, je conseille de faire. Si vous êtes dans ce cas-là, ça peut soit vous permettre d'améliorer vos process, ou si finalement vous avez fait la même chose que celle que je conseille, eh bien ça vous permet de vous retourner et de voir le chemin que vous avez parcouru par rapport à quand vous débutiez. Et finalement, on a toujours besoin un peu de mindset et de rester motivé quand on a un parcours d'investisseur et finalement de regarder le chemin parcouru, parfois ça fait du bien. Alors on attaque tout de suite par vos questions et on va commencer par parler d'immobilier. Alors j'ai rassemblé un peu 3 questions en une. Question de Daniel, Rémi et Steph qui tournent autour finalement de la remontée des taux d'emprunt et en gros qui demandent si il faut encore continuer à investir avec cette remontée des taux, si ce n'est pas un mauvais moment pour investir à cause de la remontée des taux. Alors après il y a des sous-questions que vous avez chacun, j'y répondrai dans un second temps. Alors déjà, certes les taux d'emprunt immobilier remontent. On n'est plus à 1% décalé comme on était il y a quelques temps, on est à 2,5%, 3%, etc. Par contre, quand on dit ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question, faut-il encore emprunter à cause des taux, entre guillemets, trop élevés? Et alors, moi j'aimerais rappeler quelque chose en fait, c'est qu'on a une chance formidable en France dont on n'a pas conscience, c'est qu'en empruntant sur un crédit immobilier, en fait, le particulier est gagnant quoi qu'il arrive et la banque perdante à tous les coups. C'est rare quand même qu'on ait des configurations comme ça où c'est la banque qui perd à tous les coups et le particulier qui gagne. En fait, si vous empruntez à taux fixe, il y a 2 solutions. Soit les taux derrière vont remonter et à ce moment-là, eh bien, vous êtes gagnant puisque vous avez un emprunt à un taux meilleur que ce qui est disponible sur le marché actuellement. C'est comme ça qu'on finit finalement, si l'inflation est à 5-6% et que vous avez des emprunts à 3%, par à terme les rembourser en partie en monnaie de singe. Et inversement, si les taux baissent, vous avez emprunté à 3,5, ils rebaissent à 1,5 comme on était il y a 2 ans, eh bien vous pouvez renégocier votre emprunt. En fait, le seul cas où le particulier en France peut se faire avoir sur un emprunt immobilier, c'est le particulier qui ne renégocie pas son taux quand les taux baissent. Et alors, je ne sais pas si rentrer dans ces explications assez techniques, mais finalement, un emprunt immobilier, c'est l'autre côté d'un placement obligataire. Il y en a qui m'ont parlé effectivement sur leur plan épargne entreprise qu'ils avaient des placements obligataires qu'ils pensaient sécuritaires, qui rapporteraient 2-3% par an. Ils ont eu la mauvaise surprise l'année dernière de voir qu'ils avaient perdu peut-être 15 ou 20% à cause justement de la remontée des taux. Eh bien en fait c'est tout simplement parce qu'une obligation, elle baisse quand les taux remontent. C'est-à-dire que les anciennes obligations qui ont été émises par exemple à 1%, leur nominal baisse pour qu'en fait leur rendement instantané monte à 3% comme les obligations nouvellement émises. Et c'est ça qui a fait baisser les fonds obligataires sur les plans épargne entreprise. Eh bien, quand vous êtes emprunteur, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Je prends mon cas par exemple où je dois avoir autour de 800 000 € d'emprunts immobiliers cumulés.
un taux peut-être moyen de 1,5%. Eh bien, si ces emprunts étaient cotés comme des obligations, qu'on n'était pas dans le cas emprunt à taux fixe renégociable auprès des banques françaises, etc., finalement, cette baisse, au lieu de peser 800 000 euros, aujourd'hui, elle vaudrait plus que 600 000 euros en valeur de marché. Donc, c'est un peu ça dont il faut être conscient. Donc, en gros, oui, c'est toujours le moment d'emprunter en France, quels que soient les taux. Après, c'est qu'une moitié de l'équation. Il faut voir ce que l'on met en face comme bien immobilier. Et bien sûr, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Il faut arriver à mettre un bien correct en face. Alors, c'est ce que vous dites. C'est peut-être pas le moment parce que les taux remontent, le marché baisse pas, il va baisser, tout le monde annonce qu'il va baisser. Moi, je sais pas faire des prévisions en immobilier. Regardez finalement, entre 2013 et 2020, les taux, ils ont baissé. On a dû partir de 3-4%, moi, quand j'ai commencé à investir, pour finir à moins de 1% en 2021. Et jusqu'à l'épisode Covid, en tout cas dans les villes moyennes, le marché immobilier, le prix des biens ne remontait pas pour autant. C'est d'ailleurs pour ça, effectivement, qu'on avait une période formidable où le delta entre le taux d'emprunt et le rendement immobilier se creusait. Et c'est là, en gros, qu'il y a des investisseurs qui ont fait, moi y compris, des choses très intéressantes. Alors, aujourd'hui, effectivement, ce delta, il est plus serré qu'à l'époque. Donc, c'est un peu moins favorable qu'à l'époque, forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en immobilier. Je prends un autre exemple. On entend qu'il y a effectivement pas mal d'emprunts qui reviennent comme refusés. Alors, pourquoi? On n'a pas que le HSCF, en fait, c'est tout simplement les banques savent que les taux sont en phase ascendante. Donc finalement, un emprunt qu'elle vous délivre en juin à 2,8%, si elle sait déjà qu'en juillet les taux vont être à 3,1%, elle sait qu'elle va perdre de l'argent. Donc en gros, elle freine un peu des cas de fer pour distribuer des emprunts. Une fois que ces taux vont arrêter de monter mais vont se stabiliser, même s'ils se stabilisent à un niveau plus haut que ce qu'on avait connu, déjà elles vont redistribuer un peu de crédit. Mais justement, comme il y a des emprunts qui reviennent refusés, il peut y avoir justement des opportunités sur des biens où le vendeur est déjà un peu échaudé et vous pouvez trouver des biens intéressants comme ça dans ce contexte-là. Donc c'est toujours un tout, un peu, le marché immobilier. Donc moi je dirais que c'est pas les taux d'emprunt qui vous inquiètent, parce que c'est toujours favorable pour le particulier d'emprunter en France. Il faut arriver à voir ce que vous arrivez à mettre en face comme bien immobilier. Et puis voilà, même si c'est un peu moins favorable qu'en 2016, vous arrivez, vous vous débrouillez pour mettre un peu plus d'apport, 5 ou 10%, et vous retrouvez un cash flow neutre par exemple. Donc c'est pas non plus infaisable. Donc seconde question, on est plus sur la bourse cette fois. Donc Pedro qui me demande, qu'est-ce que tu privilégies entre un PEA et une assurance vie pour investir en bourse à long terme? Par ailleurs, que penses-tu du PER, donc du plan épargne retraite? Alors à long terme, en fait, tant que vos PEA ne sont pas saturés pour investir en bourse, à partir du moment où les supports que vous placez sont éligibles au PEA, le PEA va être supérieur à l'assurance vie, tout simplement parce qu'on n'a pas de frais de gestion annuels récurrents. Même dans les meilleures assurances vie, sur les unités de compte, donc les titres en bourse, vous allez prendre 0,5% de frais de gestion annuels que vous n'avez pas dans le PEA. Donc si vos titres sont éligibles, il faut privilégier le PEA. La seule exception serait peut-être si vous êtes déjà avec un patrimoine qui est très sensible et que vous préparez votre succession et que voilà, la partie hors assurance vie est déjà dans des taux assez élevés sur ce que vous allez avoir à distribuer en termes de succession. Sinon, il faut privilégier le PEA. Ensuite, qu'est-ce que je pense du plan épargne retraite? C'est bien le plan épargne retraite si vous avez un taux marginal d'imposition qui est supérieur ou égal à 30%, et si vous avez un horizon de déblocage à horizon 10 ans environ. Donc horizon de déblocage, ça va être soit l'achat de la résidence principale, soit la retraite. Si vous êtes dans ces deux cas-là, ça peut être quelque chose de particulièrement intéressant, puisque en fait, vous allez mettre 1000 euros, si vous êtes à un TMI de 30%, vous allez avoir 300 euros de réduction d'impôt. Donc c'est un peu comme si l'État vous prêtait à 0% pour investir en bourse. Parce que bien sûr, quand vous le sortez, il va falloir repayer la fiscalité sur ce que vous aviez eu comme réduction d'impôt. Mais si entre-temps, les intérêts composés ont fait le jeu et que les placements ont performé, finalement, voilà, vous avez eu un crédit des impôts pour investir à un taux de 0%, ce qui est particulièrement intéressant. L'autre cas qui est intéressant pour le PER, c'est le PER pour les enfants. Parce que chaque enfant a un plafond de déduction qui est à hauteur de 10% du PAS, donc autour de 4 000 euros par an. Et donc si, en faisant des présents d'usage, donc à Noël, à leur anniversaire, vous leur versez là-dessus, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt. Vous donnez 1 000 euros à votre enfant, si vous êtes à un TMI de 30%, vous allez gagner 300 euros de réduction d'impôt.
Donc ça vaut le coup. Et votre enfant, lui, pourra sortir à un moment d'achat de sa résidence principale, donc peut-être autour de 25 ans. Donc déjà, ça fait un frein, il ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent-là, il ne peut pas le dilapider à 18 ans dans des fêtes, etc. Vous savez que c'est pour acheter sa résidence principale. Et par ailleurs, certes, votre enfant va payer la fiscalité quand il sortira, mais déjà, sur du long terme, pour un enfant, c'est particulièrement adapté à la bourse. Vous reviendrez dans ce cas-là où, en gros, l'État vous aura fait crédit à 0% pour investir en bourse. Et puis, par ailleurs, quand on est en début de carrière, en général, on est encore dans des taux marginaux d'imposition relativement bas. Donc, c'est pas dramatique quand il sortira en termes de fiscalité. Alors, c'est quelque chose qu'on oublie assez. Donc, PER mineur, et puis verser plutôt à des moments d'anniversaire sans vous appauvrir considérablement pour que ça reste dans le cadre du présent d'usage et pas dans le cadre de donation. Donc j'ai une autre vidéo, pour moi le PER idéal pour ça, je vous le mets dans une vidéo, c'est Linksea Spirit, il y a dans la description de la vidéo ou sur le blog ce qu'il faut pour que vous ayez un parrainage et que donc vous gagnez un petit peu à la souscription si ça vous intéresse. Ensuite, une question de Lucie. Bonjour Julien, je vois certains investisseurs vanter la SCI par rapport au LMNP. L'argument est que la fiscalité de la société et la fiscalité perso sont séparées. Il est effectivement possible de ne pas sortir la plus-value et de garder les dividendes dans la SCI. Mais j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'ai l'impression que le LMNP, donc le loueur immeublé non professionnel, est plus avantageux car ces mêmes investisseurs ne parlent pas de la fiscalité à la sortie des dividendes. Pourriez-vous faire un petit point sur ce sujet, car j'hésite pour mes prochains investissements à faire une SCI à l'IS. Alors, ça dépend dans quel contexte on se place. En fait, la SCI à l'IS est intéressante si on se projette à long terme et qu'on fait grossir nos investissements comme une boule de neige finalement au sein de cette SCI. Typiquement, je vais prendre un exemple chiffré pour que vous sentiez bien ça. Si on place 10 000 euros à 10% par an et qu'on fait du rendement composé. Au bout de 25 ans, vous allez avoir 110 000 euros. Imaginons que la fiscalité n'a pas changé et qu'il y a toujours un prélèvement forfaitaire à la flat tax à 30%. Donc 110 000 moins 10 000, vous avez 100 000 euros de plus-value, donc vous avez 30 000 euros d'impôt sur la plus-value. Donc il vous reste 110 000 moins 30 000, 80 000 euros d'impôt, 80 000 euros de placement à horizon 25 ans. Ça, dans cet exemple-là, vous avez payé la fiscalité non pas chaque année, mais qu'à la fin, au bout des 25 ans. Maintenant, imaginons exactement la même chose. Vous placez 10 000 euros, vous les placez à un rendement brut de 10% par an, mais vous payez la fiscalité la même, de 30% de flat tax chaque année. Ça revient à faire 10 000 euros qui composent à 7% par an pendant 25 ans, donc 10 000 fois 1,07 à la puissance 25 pour les matheux, et vous allez arriver en année 25 à 54 000 euros, avec pas de fiscalité à repayer dessus puisque vous l'avez payé chaque année. Donc on voit la différence qui est très avantageuse entre payer la fiscalité au bout de 25 ans sans la payer chaque année, on a 80 000 euros à la fin, et le cas où on a payé la fiscalité chaque année, où on a 54 000 euros à la fin, avec des performances identiques, je le rappelle, entre les deux cas. Eh bien, la SCI à l'IS, elle est intéressante justement pour se retrouver dans ce cas-là, dans le cas où on paye la fiscalité qu'à la fin. Mais ça veut dire, vous faites composer votre boule de neige à l'intérieur, vous réinvestissez ce qu'il y a, mais vous ne sortez pas les dividendes, vous les sortez que dans longtemps et que à la fin, et vous payez la fiscalité justement qu'à la fin. Si vous voulez utiliser ce que dégagent vos investissements, par exemple en sortant les dividendes chaque année, eh bien là, oui, le LMNP va gagner par rapport à la SCI à l'IS. Donc, premier élément de la réponse, ça dépend ce que l'on veut faire. La SCI à l'IS est plus adaptée à faire grossir une boule de neige mais sans toucher à ce qu'on dégage. Le LMNP est plus adapté quand on veut récupérer dans le patrimoine personnel les fruits de son investissement. Il y a un autre cas où la SCI à l'IS est aussi adaptée, c'est quand vous avez une entreprise à côté, une SAS, une holding, etc. Vous pouvez faire circuler le cash d'entreprise à entreprise sans passer par la case fiscalité personnelle. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous remonte votre société entrepreneuriale, vous le réinvestissez dans la SCI à l'IS sans payer l'impôt sur les dividendes entre-temps. Premier angle de la réponse. Second angle de la réponse, moi j'ai toujours dit, et d'ailleurs c'est ce que je fais, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a beaucoup d'investisseurs qui font que de la SCI à l'IS, beaucoup d'autres qui font que du meublé.
Moi, je suis plutôt un tiers loueur en meublé, un tiers SCI LIS, un tiers du nu avec du déficit foncier optimisé fiscalement avec des conventions ANA. Et moi, je trouve que c'est le meilleur parce que vous ne savez pas quelle épée de Damoclès peut vous tomber dessus sur les 20 ans que dure un investissement immobilier en termes de changement de fiscalité. Je prends un exemple tout bête. Beaucoup d'investisseurs avaient le discours il y a 2 ans, oui, on entend de plus en plus parler que le loueur en meublé c'est trop avantageux, etc. Ils vont taper sur le système, notamment sur la LMNP, et qu'on va perdre des avantages. Et finalement, avec la SCI LIS, vous n'avez pas ce risque-là, parce que la SCI LIS, c'est le régime des sociétés, c'est le régime des sociétés entrepreneuriales, petites, grandes, très grandes, moyennes, etc. Et donc, en fait, celles-là, elles sont plutôt soutenues par les pouvoirs publics, puisque finalement, c'est ce qui crée de l'emploi. Et en fait, ils ne veulent pas casser la dynamique économique, puisqu'on a enfin un peu réussi à inverser la courbe du chômage, on ne voudrait pas qu'elle reparte. Et donc, c'est pas là-dessus que l'on va taper. Sauf qu'il y avait une proposition dans la dernière loi de finances pour 2023, alors qu'il n'a pas été retenu au final. Néanmoins, cette proposition, c'était de dire, pour les SCI à prépondérance immobilière, on enlève le fameux taux de réduit de 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices et on le passe à 25%. Donc ce qui aurait fait quand même 66% de hausse de la fiscalité. Et bien en fait, vous voyez, ce discours de dire les sociétés risquent rien, il suffit de faire une petite loi où on met à prépondérance immobilière dedans, et voilà, on n'est plus embêté, on tape sur les investisseurs immobiliers qui ont fait des SCI LIS sans taper sur les autres. Donc en fait, les anticipations un peu de raisonnement de changement de fiscalité ils ne tiennent pas toujours, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. La meilleure réponse, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors on revient un peu à l'immobilier. J'avais oublié de répondre à une question de la partie de Steph qui allait un peu avec les taux. Il me disait finalement avec cette remontée des taux, quel risque pour ceux qui ont déjà investi? Moi j'ai envie de dire il n'y a pas de risque tant que ça en fait, puisque regarde, tu as emprunté sur 20 ans à peu près. Imaginons que tu as emprunté sur 20 ans, ça veut dire que tu rembourses plus ou moins environ 5% de capital chaque année. Historiquement, le marché immobilier, il n'a pas non plus baissé de 40 ou 50% en France. Il a peut-être baissé au pire de 20%. Et ces 20%, ils ne se sont pas faits en un mois, puisque c'est un marché qui est visqueux, qui prend du temps, etc. Donc finalement, quand tu mets un peu ces deux éléments l'un par rapport à l'autre, que tu projettes une éventuelle baisse, mais qui n'est pas sûre d'arriver, et que toi, quand ça avance, tu sais que voilà, tu gagnes déjà 5% par rapport à ton prix d'achat chaque année, t'es pas finalement tant que ça en risque de ce qu'on appelle le negative equity, qui arrive un peu plus souvent aux investisseurs immobiliers américains, où là le marché ressemble un peu plus au marché boursier et beaucoup plus rapide, on va dire, à beaucoup moins de lenteur. Situation de negative equity, c'est quand on se retrouve où finalement notre bien vaut moins que l'emprunt qu'il nous reste à payer. Donc moi je pense que si on a investi correctement, évidemment si on n'a pas acheté un Pinel survalorisé, etc., normalement le risque pour ceux qui ont déjà investi, je le vois comme pas énorme. Alors on reste sur de l'immobilier locatif avec une question de Yacine. Alors Yacine il me dit, je trouve des biens immobiliers dans ma ville, c'est une ville d'aux environs 100 000 habitants, mais ils sont 5% trop chers par rapport à ce que j'imagine être la juste évaluation. Et chaque fois que j'essaie de négocier, il me passe sous le nez, donc j'arrive pas à investir. Alors j'ai envie de dire, peut-être que tu t'emmerdes pour rien, entre guillemets. Parce que si on parle de biens corrects, qui sont bien placés, d'un certain standing, voilà, avec un diagnostic de performance énergétique qui est autour de 2D, etc., donc qui n'a pas forcément de problématique de passoire thermique, et qui sont 5% trop chers, par rapport à ce que tu imagines, j'ai envie de dire, tu vois, si jamais il te faut 1 an pour retrouver un bien comme ça, eh bien en fait, au bout d'1 an, c'est un peu ce que je disais, tu auras remboursé 5% du prix de ce bien si tu as emprunté sur 20 ans. Donc, peut-être qu'il faut l'acheter même si tu penses qu'il est 5% trop cher par rapport à ton juste prix. Alors je sais, quand on est biberonné un peu au gourou YouTube qui dit qu'il faut absolument acheter en dessous du prix de marché, etc., on veut toujours faire des affaires à acheter vraiment voilà, 20% de décote, etc., mais sur des biens vraiment de qualité, finalement, les 5% trop chers, moi je trouve qu'ils ne sont pas dramatiques. Et tu verras, je suis bien placé pour le savoir, moi qui ai un peu d'historique d'investissement. Quand tu te retournes sur des biens que tu as achetés il y a 10 ans, finalement, ceux que tu trouvais que tu avais achetés un peu trop cher et qui sont de qualité, tu te dis, finalement, ceux-là, je vais les garder. Et ceux où tu avais l'impression de faire une super affaire, des acheter 20% en dessous du marché, tu te dis, bon, c'était bien, mais celui-là, je vais peut-être pas le garder 10 ans de plus. C'est un qu'il faut que j'arbitre. Donc, en fait, tu vois, il faut peut-être pas être si manichéen que ça et avoir un peu de mesure dans ton analyse. Voilà ce que je te conseillerais. Alors, on reste sur de l'IMO locatif. Bon, je vous rassure, il n'y aura pas que ça. On va parler d'autres choses sur les prochaines questions.
Julien, quels travaux préventifs faut-il faire en immobilier locatif? Alors, j'ai envie de dire, il faut faire en préventif tous les travaux que finalement, s'ils arrivaient, seraient urgents et ou provoqueraient des dégâts. L'exemple typique, ça va être de changer les ballons d'eau chaude quand ils ont un certain âge. Moi, j'ai d'ailleurs fait cette erreur, parce que dans mon parcours immobilier, je l'avais déjà dit, par exemple dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, à une époque, j'ai racheté beaucoup de fins de défiscalisation, vous savez, des appartements qui avaient achetés en Pinel ou régime équivalent par des investisseurs trop chers au départ et qui les revendaient à perte 10 ans après. C'était intéressant parce qu'on a quand même des biens qui sont en général bien placés avec parking, balcon, bien isolés, etc. Donc moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, ces biens modernes-là. Mais par contre, j'ai fait l'erreur à l'époque de ne pas changer les ballons quand je les ai récupérés. Et ces biens, en général, ils avaient autour de 10 ans. Et un ballon d'eau chaude, finalement, zone calcaire ou pas zone calcaire, vous verrez, ça pète entre 10-12 ans par là, quoi. Donc en fait, maintenant, c'est quelque chose que je fais systématiquement, c'est-à-dire quand mon ballon a 10 ans, au prochain changement de locataire, je remplace le ballon. Donc ils sont systématiquement changés à 10 ans plus epsilon de vie, même s'ils marchent encore en fait. Comme ça, j'évite le cas où le ballon pète, parce que là, c'est toujours un locataire qui a plus d'eau chaude, avec de l'urgence, etc. Et puis, si ça commence à fuir, ça peut faire des dégâts, avec des problèmes de dégâts des eaux chez vous, potentiellement chez le voisin du dessous, etc., avec les assurances qui doivent rentrer en jeu. Enfin, bon, bref, c'est des emmerdes, ça vaut pas le coup. L'autre cas potentiel, voilà, un autre exemple, ça va être les chaudières qui ont plus de 20 ans, même si elles marchent encore, il vaut mieux changer votre chaudière. Alors en plus, ça vous permet souvent de mettre une chaudière à condensation quand il n'y en avait pas, donc vous gagnez sur le diagnostic de performance énergétique. Et puis, ça peut être pas mal d'anticiper parce que, justement, ils commencent à parler d'interdire les chaudières à gaz, le remplacement des chaudières à gaz comme ils ont fait pour le fioul. Sauf que dans le collectif, pour mettre une pompe à chaleur, c'est pas toujours évident parce qu'il faut des autorisations de la copro. Si vous mettez un groupe extérieur, ça fait du bruit, etc. Si vous devez passer à l'élec, il va falloir faire de la sacrée isolation pour rester bon en DPE, etc. Donc parfois, mettre une chaudière à condensation, ça vous permet de passer de E à D, donc vous êtes dans les clous. Et puis, tant que vous pouvez le faire, c'est facile à faire de passer une chaudière à condensation. Soit vous avez une cheminée, vous passez dedans, soit elle est sur le mur, vous faites... vous sortez la ventouse, mais normalement les copros autorisent pour faire juste un petit trou dans le mur. Donc voilà, c'est des trucs qui sont pas mal à anticiper en travaux préventifs. Alors, on reste sur l'immobilier. Comment déterminer si on doit faire des travaux tout seul ou si on doit les déléguer à un artisan ou à un prestataire? Alors, je pourrais faire la réponse triviale que la plupart des investisseurs font. En gros, si tu as des moyens, tu délègues, et puis si tu n'as pas les moyens, tu fais tout seul. Mais je vais essayer de faire une réponse un peu plus élaborée que ça. J'ai envie de dire qu'il faut raisonner avec le diptyque de ton taux horaire corrigé de la fiscalité / emmerde plaisir. On parlait d'un ballon tout à l'heure. Donc, par exemple, un ballon d'eau chaude, pour changer un ballon d'eau chaude, un plombier, il va vous prendre autour de 200 €. Donc déjà, raisonnons en taux horaire. Qu'est-ce que c'est que j'appelle le taux horaire corrigé de la fiscalité? Donc 200 € pour changer un ballon, imaginons qu'on sait faire, il y en a peut-être pour 2 heures. Donc, ça va vous faire un taux horaire à 100 €. Alors, si vous êtes en LMNP meublé, etc., et que vous n'avez pas de fiscalité avant très longtemps, finalement, c'est ça l'équivalent de taux horaire de l'opération. Si par contre, vous êtes en régime réel et que vous avez du bénéfice foncier, imaginons que vous soyez à 30% de tranche marginale d'imposition, il faut rajouter les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc vous allez en gros économiser 47,2% d'impôts sur les travaux que vous faites. Donc pour simplifier, on va faire comme si c'était 50%. Donc dans ce cas-là, le taux horaire, le gain horaire, il est plus que de 50 €. Donc la première façon de voir, quand je dis par rapport à votre coût horaire corrigé de la fiscalité, c'est de vous dire, est-ce que vous imaginez que ça vaut le coup de bosser une heure pour 60 € sur 50 €, ça dépend dans quel cas on est. Voilà, ou soit vous comparez par rapport à votre travail, si vous faites des prestations annexes dans votre domaine de spécialité qui n'est pas du tout le bricolage de changer un ballon, à quel taux horaire vous facturez. Est-ce que ça c'est loin de ce que vous facturiez en travaillant, en faisant autre chose ou pas? Premier aspect. L'autre aspect, ce coût horaire, c'est aussi est-ce que ça en vaut la chandelle par rapport à votre patrimoine. Si vous avez un patrimoine de 5 millions d'euros, alors peut-être que vous l'avez gagné par des bonnes opérations, mais que vous faites encore quelques opérations, quelques jours par an en freelance, mais vous ne savez pas facturer plus de 100 €. Mais quand on a 5 millions d'euros, est-ce que ça vaut le coup de s'amuser à changer un ballon? Pas forcément, quoi. Donc voilà un peu comment vous comparez votre taux horaire.
Et après, quand je parle de l'autre aspect du diptyque, le emmerde plaisir. En fait, parfois il y a des choses où la frontière entre le plaisir et le travail, elle n'est pas si hermétique que ça et elle n'est pas si étanche que ça, elle est un peu floue. Je vous donne un exemple, moi typiquement, quand j'étais encore salarié, je lisais des livres de bourse. Aujourd'hui, je lis encore des livres de bourse maintenant que je suis en mode indépendance financière. Est-ce que c'est du plaisir ou est-ce que c'est du travail? On pourrait dire que c'est du plaisir parce que je l'aurais fait quoi qu'il arrive, mais on pourrait aussi dire que c'est du travail, parce que finalement, quand je lis ces multiples livres de bourse, je vais toujours prendre des petits inputs dedans que je vais rajouter dans le contenu de mes livres de bourse, dans ma formation investir en bourse dans les entreprises exceptionnelles. Et finalement, je suis aussi influencé par mon expérience, mais aussi peut-être par la plus de centaines de livres d'experts que j'ai lus sur la bourse. Donc voilà, on pourrait dire que c'est du travail, mais j'ai pas l'impression que c'est du travail. Donc si le bricolage pour vous c'est vraiment du plaisir, changez votre ballon d'eau chaude parce que vous allez vous amuser. Moi, ça m'amuserait peut-être d'apprendre à... Puis, alors il y a le cas aussi, est-ce que vous savez faire ou est-ce que vous allez devoir apprendre? Est-ce que ça va vous procurer du plaisir d'apprendre? Moi, d'apprendre à faire du bricolage sur une bagnole ancienne, ça va me procurer du plaisir. Apprendre à changer un ballon d'eau chaude, alors même s'il n'y a rien de difficile à changer un ballon d'eau chaude, recadrons les choses, mais ça ne va pas me procurer particulièrement de plaisir, donc je vais le déléguer. Et puis le ratio emmerde, je vais me dire, si je le fais mal, ça va fuir. En plus, un ballon, ça pèse une blinde, s'il faut le traîner à l'étage, etc., je vais me faire mal au dos. Si je vais économiser 200 € pour être privé de sport pendant 4 mois parce que je me suis fait mal au dos, ça va pas me plaire du tout. Donc voilà, moi je choisis de déléguer avec ce raisonnement-là. Mais en gros, n'oubliez jamais ce schéma. Raisonnement diptyque, taux horaire, corrigé de la fiscalité, il faut toujours penser à la correction de la fiscalité, emmerde plaisir. Alors ensuite, on poursuit avec une question de Marvin. Alors on va parler de side business. Alors Julien, je suis proche de l'indépendance financière. Merci, je te suis depuis longtemps et tes conseils m'ont bien aidé. Ça fait toujours plaisir quand on sait qu'on a aidé des gens, c'est toujours, j'adore ces retours, donc n'hésitez pas à m'en faire. Il me manque juste un peu pour oser sauter le pas. Pour me rassurer, j'aimerais bien monter un side business passif qui met un peu de beurre dans les épinards. Et puis, je sais que j'aurai toujours ces revenus en plus une fois avoir quitté le salariat. Ce serait vraiment rassurant pour justement franchir le pas et oser prendre ma liberté. Alors, quelle idée de side business? Ça dépend des compétences, etc. C'est un peu dur de répondre. Mais je vais quand même essayer de t'apporter un input. Et cet input, c'est, tu dis directement side business passif. Alors moi aussi, j'ai vanté les side business passifs. Par passif, on entend que les revenus ne dépendent pas de ton temps et donc que tu es scalable. Et c'est typiquement moi ce que j'ai fait pendant que j'étais salarié avec mon blog, mes vidéos, mes livres d'investissement en immobilier, en bourse, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas, et surtout si tu es en passe d'atteindre l'indépendance financière et que tu veux lancer le truc maintenant, opposer systématiquement le proportionnel au temps et le pas proportionnel à votre temps à ce point-là. C'est-à-dire que c'est pareil. Il y a un fond de vrai, mais ça a été tellement monté en épingle par les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., que ça devient caricatural, ce fait de side business qui ne dépend pas du temps. Comme ça devient caricatural le devenir rentier dans l'immobilier, où ça passe en 12 mois, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 jour, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, ça dépend un peu de à combien aussi tu peux vendre ton taux. Enfin, on va revenir en taux horaire en fait. Je te donne un exemple tout bête. Imaginons que tu as une compétence vraiment spécifique dans ton côté salarié et que tu sois capable de vendre la journée 2000 € de consulting. Eh bien, en fait, une fois que tu auras passé le cap d'indépendance financière, il sera sûrement plus facile d'arriver à vendre 15 journées dans l'année à 2000 €. Ça te fait 30 000 € de chiffre d'affaires avec 1 jour et demi par mois, donc c'est pas vraiment du travail non plus. Enfin voilà, tu restes quand même assez libre. Que de lancer un side business, en gros passif, comme tu dis, où tu pars de zéro pour faire 30 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, réfléchis peut-être à ça, le side business passif vs le freelance où tu factures à la journée. Vois si tu veux avoir une petite activité. Une fois que tu te lances dans l'indépendance financière, c'est pas forcément les mêmes caractéristiques que quand tu es salarié, où là tu dois absolument avoir du passif parce que tu n'as pas le temps de toute façon d'y passer plus de temps que ça. Et alors effectivement, tu as le potentiel upside du fait d'être scalable parce que c'est passif,
Mais c'est pas toujours si évident que ça de monter un business passif scalable à partir de rien, hein, donc attention. Donc Loïc qui me demande sur ma formation bourse, investir dans les entreprises exceptionnelles, à partir de quelle taille de portefeuille elle est intéressante. Alors on est sur une formation donc, qui est sur de l'investissement en titre vif, en action, hein, pas en ETF. J'ai envie de dire, pour avoir un portefeuille correct, il faut qu'il ait, pour avoir une diversification raisonnable, une dizaine de lignes. Donc une ligne devant faire, on va dire, minimum 1000 euros, je dirais que c'est intéressant à partir de 10 000 euros de portefeuille. Alors évidemment, si c'est plus, ça dilue le prix de la formation par rapport à la taille de son portefeuille. Mais c'est quand même des inputs qui serviront tout au long de la vie si tu prévois de faire grossir ton portefeuille. Donc c'est pour ça que je mets 10 000 euros comme seuil, je pense, pour que ça commence à être intéressant. Je fais un petit aparté sur cette formation parce que j'ai reçu quelques mails, on va dire, d'empêcheurs de tourner en rond, qui me disaient, voilà, qui étaient habitués, alors c'est ce que j'ai fait, hein, que je vous fournisse beaucoup de contenu gratuit en YouTube, beaucoup de contenu pour pas cher dans mes livres, etc. Et qui me reprochaient d'avoir créé une formation justement sur la bourse. Alors, et que je devais justement arrêter. Alors, déjà, je vais répondre sur 3 aspects. Bon, le premier, c'est que cette formation sur la bourse, déjà, elle n'est pas à 3 000 euros, elle a un prix relativement raisonnable. Ceux qui l'ont suivi, beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'elle leur avait apporté, qu'elle leur permet d'éviter des erreurs, donc ils ont estimé en avoir pour leur argent. Troisième chose, elle est satisfaite ou remboursée 30 jours, donc finalement, ceux qui la prennent ne prennent aucun risque. Donc voilà, j'estime avoir le droit de proposer une formation, et j'ai pas pris mon indépendance financière, c'est quelque chose que j'aimais pas dans le salariat quand on me disait ce que j'avais le droit de faire et pas faire, donc tant pis pour ces gens-là, s'ils sont pas contents, voilà, il y a d'autres gens qui proposent des vidéos sur YouTube, ils peuvent très bien aller les voir, moi je m'en passerai, mais je considère qu'ils n'ont pas à me dire ce que j'ai le droit ou pas de faire, désolé pour vous. Et je rajoute même un 4e argument, c'est que cette formation, je suis en train de la compléter, je rajoute des choses, des exercices, etc. Et ceux qui l'ont déjà prise, ils vont avoir la clause du grand-père, c'est-à-dire que quand elle va être complétée, eh bien, ils vont bénéficier des nouveaux modules gratuitement, alors que pour les suivants, j'aurais augmenté sûrement le prix puisque j'aurais rajouté du contenu. Il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui font ça, plutôt quand ils font des nouveaux contenus, ils les revendent à leur audience. Donc voilà, j'espère que avec un peu tout ce que je vous ai dit, je pense que je continue, même en proposant une formation payante, à être un peu atypique dans le marché. Voilà, donc les empêcheurs de tourner en rond, si vous n'êtes pas content, tant pis. Mais personne ne me dit ce que j'ai le droit de faire ou ne pas faire, désolé. Alors ceci étant dit, hein, je précise que je n'ai pas que des entre guillemets relous dans mon audience, puisque j'ai aussi des ultra fans, parce qu'en effet certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient acheté ma formation sur la bourse sans avoir particulièrement d'appétence pour l'investissement en bourse, juste pour me remercier de l'argent qu'ils avaient gagné grâce à mes livres sur l'immobilier. En gros, avec un discours, ces livres m'ont servi de déclic et sans eux, j'aurais pas le patrimoine immobilier que j'aurais aujourd'hui. Donc rien que pour te remercier, j'ai acheté ta formation en bourse. Donc voilà, ça non plus, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je leur en suis fort gré, hein. Et donc j'en profite pour dire un grand merci à mes fans les plus inconditionnels. Ah, alors j'ai une question intéressante sur l'immobilier de Manon, qui me dit « Mon locataire refuse de faire visiter l'appartement pendant la période de préavis. Comment je peux faire? Parce que finalement, je ne vais pas pouvoir relouer rapidement et je vais perdre des loyers une fois qu'il sera parti, puisque je n'aurai pas pu faire visiter et pas relouer. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, effectivement, l'argument que s'il n'y a pas de visite, tu ne vas pas pouvoir relouer au plus tôt, il est tout à fait légitime. Par contre, effectivement, si ton locataire n'est pas coopératif, c'est quelque chose qui te concerne. Lui, il en a rien à foutre s'il part vraiment dans les 3 mois et qu'il n'a pas d'intérêt à raccourcir son préavis. C'est dans ce cas-là, en principe, que ça peut se produire. Ce cas où le locataire empêche de visiter. Et si il espère que son préavis sera raccourci, normalement, il est coopératif. Alors, effectivement, je trouve qu'un peu, ça arrive un peu plus souvent qu'avant. Alors, je vais parler comme un boomer, hein, je suis désolé, mais moi je ressens un peu un changement de génération dans les locataires, surtout un peu dans les étudiants, les jeunes, etc. Puisque il y a une dizaine d'années, on va dire, moi j'étais plutôt facilitant, parfois je faisais plus que ce que j'étais censé faire en termes réglementaires pour arranger mes locataires. Mais en face, ils me le rendaient, c'est-à-dire que voilà, ils étaient aussi corrects avec moi et j'avais une sorte de renvoi d'ascenseur.
Aujourd'hui, je sens le changement de génération. Alors, comme je le dis, hein, désolé pour les plus jeunes qui me regardent, qui vont qui vont me traiter de boomer, mais bon, voilà, en général, sur le nombre de lots que j'ai, je suis obligé de faire un peu des généralités et je fais des moyennes. Maintenant, j'ai dû apprendre à être moins sympa, parce que quand il y a 3-4 ans, je continuais à faire pareil et que j'étais sympa, en fait, je donnais ça, on me bouffait ça. Voilà, enfin, typiquement, sur le droit de visite, moi j'ai eu le cas aussi, hein, une jeune fille par exemple, qui me dit au début, ah, je suis embêté, je travaille de nuit pour faire visiter au bout du premier mois sur 3 mois de préavis. Bon, moi je suis cool, je dis, bon écoutez, si vous travaillez de nuit ce mois-là, on fait pas de visite, et puis par contre, on les commencera, voilà, au bout du deuxième mois, moi en 2 mois, j'aurai encore le temps de relouer, etc. Et puis ce sera bien pour tout le monde, voilà, ça se passera bien. Et puis arrivé au deuxième mois, même pour faire une seule visite par semaine, c'était compliqué. Oh, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, parce qu'après il faut que je prépare mon déménagement. Enfin, voilà, donc j'avais été trop gentil, donc problématique. Alors, première chose à faire, peut-être faire le rappel à la loi. C'est de dire, désolé, parfois hein, ils ne sont pas au courant de la loi. Vous êtes censé me permettre de visiter 2 heures par jour du lundi au samedi. C'est écrit dans votre bail, aux heures qu'on convient, sinon c'est de 17 h à 19 h. Alors oui, j'ai oublié de le dire, proposez éventuellement, si vous êtes sur place, d'utiliser votre jeu de clés. Parfois, il y en a, c'est juste ça, hein, ils n'arrivent pas à se rendre disponibles, mais ils vous laissent utiliser votre jeu de clés. Alors après, je suppose que dans le cas de Manon, là, on est dans le cas où elle a tout essayé, c'est ni avec, ni sans, il ne va pas être dérangé, en gros, quoi. C'est pas leur problème. Donc une fois que vous avez fait ça, rappel à la loi, c'est le côté amical, mais avec la petite menace en gros, quoi. La petite menace cachée, c'est de dire, écoutez, moi vous ne me facilitez pas la vie, là, je vais donc relouer plus tard avec de la vacance locative. Alors je sais que c'est pas votre problème, mais effectivement, moi, à l'état des lieux, je serai intransigeant, parce que vous me faites déjà perdre de l'argent derrière. Si c'est pas parfait, tout en parfait état, le ménage parfait, etc., je me servirai sur votre caution, quoi. Donc vous pouvez tenter un peu comme ça. Parfois, ça suffit à faire entrer les choses dans l'ordre. Deuxième étape, si ça suffit toujours pas, lettre recommandée, où vous faites le rappel à la loi et que vous dites que si ça ne change pas, vous saisirez le tribunal, alors je ne sais plus si c'est d'instance ou etc., pour demander des dommages et intérêts, puisque ça vous coûte quelque chose. Alors, en pratique, vous n'allez pas le faire, hein, parce que pour gagner 400 ou 500 euros de caution, ça va vous coûter plus cher en frais de justice, etc., ça va durer des plombes. Enfin, en gros, les emmerdes n'en vaut pas le coup de saisir la justice, on le sait tous, pour des petits trucs. Mais peut-être que votre locataire n'est pas au courant que vous n'allez pas le faire et pas aller au bout, et que la lettre recommandée avec la menace qui risque de se prendre un procès avec des dommages et intérêts, ça va suffire à le rendre plus raisonnable. Bon, bien sûr, hein, tout ça, surtout ne pas visiter avec son jeu de clés quand on sait qu'il n'est pas là sans son autorisation. C'est une violation de domicile, ce serait très embêtant pour vous s'il la prenait. Donc il ne faut toujours pas aller là. Et en gros, si tout ça, ça marche pas, en gros, j'ai envie de dire, tant pis, vous abandonnez. Ça vaut pas le coup de se faire tant de mourons que ça pour ça. Vous allez perdre un peu d'argent sur un mois de loyer. Bon, voilà, entre guillemets, ce n'est que de l'argent. Tant pis. Et sur la moyenne de vos appartements, de vos locataires, ça n'arrivera pas à chaque fois non plus. Donc, il y a pire que ça, quoi. J'ai envie de dire, voilà, perdre un mois de loyer, c'est pas non plus comme si le locataire vous avait défoncé votre appartement, que vous aviez eu 1 an de non-paiement, ou etc. Donc voilà, ça énerve, hein, je sais, mais il faut arriver à relativiser. Alors on est toujours un peu sur les relations avec le locataire, hein, j'ai groupé. Une autre question, alors j'ai pas mis le prénom, je me souviens plus qui c'est, qui me dit: j'en ai un peu marre des problématiques d'appartements en bordel quand je fais visiter pour la relocation et des ménages jamais parfaitement faits pour l'état des lieux de sortie. J'envisage de ne prendre plus que des femmes comme locataires, qu'en penses-tu? Alors attention que les néo-féministes ne me tombent pas dessus. Non, alors déjà, parlons sérieusement. Pour le côté un peu état des lieux de sortie, ménage, etc., je te renvoie à une autre vidéo que j'avais fait, comment éviter les problèmes lors d'un état des lieux de sortie. Il y a quelques techniques qui vont te limiter les occurrences où tu en auras. Alors après, pour le côté bordélique, ménage, où chacun un peu a la notion du ménage différente, je vais te dire que des femmes, c'est pas forcément prendre que des femmes, c'est pas forcément la meilleure solution. Moi qui ai un gros échantillon de locataires, en fait, tu vas voir, les mecs, c'est effectivement jamais parfait, mais c'est jamais cata. C'est un peu le ménage à la Pareto, les 20% d'efforts qui font les 80% de ce qui se voit, des choses comme ça. Le bordel, il y en a parfois un peu, mais c'est jamais non plus cata.
Les femmes, tu as une grosse dispersion, hein. Soit c'est la fédulogie, c'est parfait, soit il y en a, enfin les pires crades que j'ai vues, moi, comme locataire, c'était des femmes. Et des femmes, tu les croisais dans la rue, t'aurais pas dit ça, quoi. Donc, ta solution miracle, à mon avis, elle marche pas. Alors, on va passer ensuite à une question de Thierry sur l'allocation patrimoniale. Donc, on n'est plus sur les investissements en général. Donc Julien, tu préconises toujours entre 20 et 30% d'actifs sécuritaires, enfin fonds euros, voilà, cash, obligations, etc., dans ton allocation patrimoniale. Je comprends pas trop, ça me semble trop prudent parce qu'on sait que historiquement, la performance la plus élevée est sur le reste, les actions, l'immobilier, etc. Est-ce que c'est un conseil que tu as donné pour des débutants ou est-ce que ça s'applique à tout le monde? J'ai l'impression que moi qui m'intéresse au domaine de l'investissement, ça ne s'applique pas à moi maintenant que je commence à gagner en expérience. Alors, non, pour moi, ce conseil, il s'applique à tout le monde. Alors, tu as raison, sur le long terme, les actions vont avoir une performance plus importante que la partie sécuritaire dont je préconise une allocation patrimoniale de 20 à 30%. Mais tu sais, moi, j'ai une longue expérience d'investisseur en bourse qui a une trentaine d'années maintenant depuis que j'ai acheté ma première action. Alors bien sûr, c'était avec des moyens très limités à l'époque, hein. Je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai commencé à 13 ans, pour ceux qui ne le savent pas. Mais en gros, tu vois, quand tu as un peu cet historique d'investissement en bourse, tu sais qu'une chose importante en tant qu'investisseur en bourse, c'est la hauteur de vue. Et moi, cette hauteur de vue, j'aime bien la voir en me replongeant dans l'histoire. Et alors on va faire un petit voyage dans le temps, on va se plonger en 1929. Quelqu'un qui a acheté des actions en 1929, il a vu ses actions fondre de 89% avec le krach de 1929, et les actions ont retrouvé leur niveau de 1929 seulement en 1945, donc 15 ans après. Et finalement, pendant ces mêmes années, de 1929 à 1945, les obligations d'entreprise, elles ont, elles, doublé. Donc diversifier un peu au-delà des classes d'actifs les plus performantes à long terme, même si ça sacrifie un peu de cette performance à long terme, ça peut préserver la richesse dans les moments difficiles et dans les périodes très difficiles. Le passé l'a prouvé, et d'autant plus que parfois, le futur, il nous surprend au-delà de ce que le passé nous avait montré. Donc il ne faut jamais l'oublier. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier par ça, tu vois, quelqu'un qui aurait vécu ça et qui aurait eu ses 20-30% d'allocation sécuritaire qui a doublé pendant que tout le reste se cassait la gueule, ça lui aurait permis à un moment d'être plus audacieux. En 1940, par exemple, tu vois, quand ça commençait tout juste à remonter mais que c'était encore bas, eh bien, si tu avais eu 90% d'actions que tu avais perdu une grosse partie, alors que si tu avais plus équilibré le patrimoine, tu vas sûrement arriver à être plus audacieux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait John Templeton, hein, le célèbre investisseur value. Il a fait 2 gros coups dans sa vie, en fait. Hein. Il a fait 2 fois le pari du siècle. Il a fait le pari du siècle à la Deuxième Guerre mondiale en se mettant long en action distressed aux alentours des années 1940. Et il a fait l'inverse, un pari en se mettant court, un pari short, dans les années 2000 sur la bulle Internet. Et rien qu'avec ça, il a gagné énormément d'argent. Donc faut ne jamais oublier la puissance d'être le dernier homme debout, entre guillemets, dans les périodes difficiles. Et peut-être que c'est d'avoir été raisonnable et d'avoir gardé ces 20 à 30% de placements sécuritaires dans ton allocation patrimoniale qui te permettra d'être le dernier homme debout qui a encore la sérénité pour avoir un esprit audacieux et acheter des actifs cotés. On sait que c'est dans les crises que les fortunes se font et se défont, et c'est là que beaucoup de patrimoine change de main. Le patrimoine, il change vraiment de main à ces moments-là. Alors ensuite, une question de Valentin. Julien, que pensez-vous des SCPI comme alternative à l'investissement locatif en direct? Alors tu dis comme alternative en fait parce que voilà, c'est de l'immobilier et puis c'est quelque chose que tu peux acheter soit comptant, soit en empruntant, donc en utilisant ta capacité d'emprunt. Alors moi je le verrais plus comme un complément que comme une alternative à l'investissement immobilier direct. Bon, la plupart des gens quand ils parlent d'investissement immobilier locatif direct, on est sur de l'aspect résidentiel. Et la plupart des SCPI sont orientés commerce, bureau, éventuellement entrepôt de logistique, etc. Donc déjà, on n'est pas sur le même type d'actifs. Elles vont rarement sur le résidentiel, les SCPI, parce que c'est dur de faire de l'échelle avec du résidentiel à l'échelle d'une SCPI. Donc tu vois, déjà, c'est pas tout à fait le même type de produit, c'est pas les mêmes enjeux que vont devenir les commerces avec le e-commerce, les bureaux avec le télétravail. Tu as moins de réglementation par contre que dans le résidentiel, etc.
Donc on n'est pas sur le même typologie d'immobilier, sur le même produit. Donc moi je ne le verrais pas comme une alternative, mais potentiellement comme un complément, quelque chose que tu fais à part de ton immobilier locatif direct. En fait, si le souci c'est vraiment le fait de mettre la main à la pâte, la gestion, etc., l'alternative à l'investissement immobilier en direct, j'ai envie de dire, ce serait les sociétés d'investissement clé en main dans l'ancien, qui vont chercher l'appartement pour toi, qui font la rénovation pour toi, qui le meublent pour toi, et puis après, tu le mets en gestion dans une agence, en gestion locative dans une agence. Comme ça, tu vois, tu es presque passif tout en ayant fait de l'investissement immobilier locatif en direct. J'en profite pour faire une petite aparté sur ces sociétés d'investissement clés en main, puisque j'avais fait une vidéo où j'expliquais pour qui elles étaient, effectivement, que quand vous aviez un patrimoine important, ou que vous vouliez être accompagné pour le premier investissement, que vous n'étiez pas sur place, ou que voilà, vous aviez de la capacité d'emprunt, des revenus confortables, mais pas de temps pour effectuer votre investissement, c'était une solution potentiellement intéressante. Et de me contacter pour que je vous dise quelle société je recommandais. Alors, il y en a qui me demandent pourquoi je les affiche pas. Tout simplement parce que si je les affiche, en fait, il y a d'autres sociétés qui vont venir me dire mais pourquoi j'ai pas été dans le classement, etc. Pourquoi je suis pas là. Et ce classement, en fait, je l'ai fait un peu sur deux types. Déjà, avoir assez d'historique pour avoir du retour d'expérience. Et puis, aussi que la société soit donc assez grosse, mais tout en gardant un côté humain, parce qu'il y a aussi des sociétés qui grossissent, mais qui grossissent trop vite, et qui en gros, c'est bien d'un point de vue entrepreneurial, start-up, qui cherchent à scaler en automatisant avec du numérique, etc. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien quand on garde aussi un côté humain et que ça grossit à une vitesse raisonnable pour garder ce côté humain, que vos projets vont être suivis. Donc celles que j'ai sélectionnées, les lecteurs que j'ai envoyés de mes livres ou les personnes de mon audience en sont contentes des projets qu'elles ont fait pour elles. Donc je vous les donne comme ça en contact par email, mais voilà, je préfère pas afficher. Parce que je sais très bien que si j'affiche, après, pourquoi moi j'y suis pas, etc., je reçois plein de trucs. Enfin, c'est un peu compliqué, je dois me justifier auprès des sociétés qui ne sont pas sélectionnées, et ça, j'en ai pas envie. Ensuite, Vincent qui me demande pour du LMNP, donc loueur meublé non professionnel, tous les comptables utilisent-ils la même règle d'amortissement ou peut-il y avoir du personnalisé pour la fiscalité? Alors non, tous les comptables n'utilisent pas la même règle d'amortissement. Il peut y avoir des petites subtilités, notamment dans la part qui est prise pour le terrain, et surtout dans les paramètres qu'on prend pour voir quelle part de terrain on prend, parce qu'on peut prendre 10% de terrain, 90% qu'on amortit sur l'immobilier, 20%, 80%. Donc moins vous prenez de terrain, plus c'est favorable. Mais voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Certains comptables vont avoir des listes par ville, d'autres des critères sur le prix au mètre carré que vous avez payé. Donc ça peut changer. Et après, ce qui peut changer, c'est un peu les durées d'amortissement. Voilà, par exemple, je ne sais pas, sur l'électricité, il y en a, enfin je ne sais plus ce que c'est, mais il y en a qui vont vous prendre 20 et d'autres 25 ans. Et effectivement, c'est plus favorable quand ils prennent des durées plus courtes, parce que vous avez des amortissements plus élevés au départ, et donc l'impôt arrive moins vite. Alors par contre, est-ce que, du coup, si c'est ça la question sous-jacente, est-ce qu'il faut chercher le comptable qui utilise les règles d'amortissement les plus agressives? Alors j'ai des lecteurs qui ont fait un peu la course à ça, qui m'ont fait des retours là-dessus. Moi je dirais non, parce que je trouve que le bon scope, c'est un peu l'intermédiaire entre le comptable qui est trop conservateur et donc il va vous pénaliser, et le comptable qui est vraiment trop agressif par rapport à ce qui est raisonnable, et qui lui, quand le fisc va tomber dessus, tous les clients vont être contrôlés, et puis ça va rentrer par le LMNP, et puis après ils vont vous contrôler sur tout le reste. Alors même si vous êtes clean, un contrôle fiscal c'est toujours chiant, rien que sur le temps que vous y passez. Donc moi je trouve que le milieu du scope, ceux qui font les choses ni comptabilité trop agressive, ni comptabilité trop conservatrice, c'est parfait. Et les comptables avec qui j'ai un partenariat sur le blog, on est un peu dans ce milieu-là. Et après, le côté personnalisé, au sein d'un même cabinet comptable, il ne va pas y avoir de différence personnalisée, on va dire, d'amortissement entre les clients. Ça va être pareil pour tout le monde, sauf dans un cas spécifique, c'est si un comptable vous a repris votre comptabilité d'un ancien comptable, auquel cas, il peut garder la grille qui avait été prise au départ sur votre compta LMNP. Mais c'est le cas spécifique. Après, vous n'avez pas du sur-mesure en général au sein d'un même cabinet comptable sur les parties grilles d'amortissement. Ensuite, Calimero qui me demande, dans le contrat Linksea Spirit que tu recommandes, quelles sont les SCPI les plus intéressantes? Alors, effectivement, j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi le contrat Linksea Spirit, je trouve que c'est le meilleur contrat pour y loger des SCPI, pour qui veut acheter des SCPI comptants et donc optimiser la fiscalité en les logeant dans une assurance vie. Donc je pense que la question de Calimero vient de là.
Alors moi j'aime bien, comme SCPI dans ce contrat-là, je vais en donner une, j'aime bien Immorante. Alors je rappelle que c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est juste que moi ça fait partie de celles que j'ai qui sont les plus chargées dans mes SCPI. Pourquoi? Parce qu'on a un long historique de la société de gestion, avec une gestion plutôt sérieuse. Et puis on est majoritairement en commerce, mais voilà, ça sait prendre des commerces sur une part importante du patrimoine qui sont moins soumis à disruption du e-commerce. Typiquement, voilà, des commerces un peu alimentaires en pied d'immeuble, des monoprix en zone urbaine un peu bobo, etc. Ça peut se diversifier dans des hôtels, dans des terrains de camping, on a de la diversification à l'étranger. Donc voilà, pour ça, je l'aime bien. Alors, ça va pas être celle qui va vous afficher le rendement instantané le plus élevé, mais je t'aime qu'en ratio rendement-risque, gestion intéressante, moi celle-là je l'aime bien. Si je veux donner un exemple, je donne celui-là. Je pense que c'est celle où moi j'ai le plus de fonds, en tout cas dans mon portefeuille de SCPI. Ensuite, une question de Jonathan. Julien, que penses-tu de l'investissement en viager, en particulier en viager libre d'occupation? Alors, bon, moi je suis pas hyper fan de l'investissement en viager. Alors, en général, on va parler du libre d'occupation après en faisant un petit focus. Pourquoi en fait? Parce que moi, ce que j'aime bien dans mes investissements, c'est réduire l'incertitude. Et même quand vous faites un investissement immobilier locatif normal, pas en viager, vous en avez de l'incertitude. C'est-à-dire que vous allez sûrement faire un tableau Excel avec vos projections de rendement de cash flow ou utiliser des outils habituels voilà, qu'on utilise, Horis.io, etc., dont je parle dans le livre. Mais en fait, dans la vraie vie, ça ne se passera jamais comme sur votre fichier, comme sur votre tableur, etc. Donc déjà, vous en avez de l'incertitude. Et finalement, le viager, ça rajoute de l'incertitude. Et donc moi, ça, je ne suis pas hyper favorable à rajouter de l'incertitude à quelque chose. Alors certes, le viager libre d'occupation vous en enlève un peu de cette incertitude par rapport au viager classique. Néanmoins, il faut bien voir que c'est quand même des investissements un peu moins liquides, quoi. Alors même si vous n'avez pas prévu de revendre dans 3 ans, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, peut-être que vous aurez à revendre dans 3 ans. Et le marché pour revendre un viager libre d'occupation, il sera beaucoup moins profond que pour revendre un investissement immobilier classique. Donc voilà, c'est pour ça que moi je ne suis pas hyper fan pour ça. Après, évidemment, il faut toujours regarder les paramètres. Il peut y avoir, si vous alignez les équations et qu'il y a une super affaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, il ne faut pas faire que ça, quoi. Mais en tout cas, je ne ferai pas que ça, quoi. Je ne mettrai pas tous mes œufs dans ce panier-là. Ensuite, une question de Marion sur la sélection des locataires. Alors elle me dit, j'arrive à sélectionner mes locataires sur les côtés tangibles, revenus, etc. Mais beaucoup moins sur ce que tu appelles dans le livre un peu l'évaluation au feeling. Comment faire? Alors, je donne quand même quelques procédures dans le livre, donc je te conseille de relire ce chapitre là-dessus. Mais globalement, ça va être juste de parler, d'échanger des banalités, de poser des questions, de rebondir sur les banalités. Moi, j'ai l'impression qu'un baratineur, ça se repère à des kilomètres. Alors, j'ai du mal à dire quelle est la part acquise et innée dans cette capacité à reconnaître le baratineur, mais en tout cas, il y a une partie qui peut être acquise. En gros, si dans les échanges, même sur des banalités, votre candidat locataire, il se perd dans des circonvolutions à des kilomètres quand vous rebondissez sur tel petit truc, vous pouvez être sûr qu'il vous en filme sur le reste. Donc voilà, c'est un peu ça l'aspect plus intangible en fait de la sélection de locataires. Et enfin, Romain qui me demande, est-ce que tu as des sites fiables à recommander ou des livres sur le DPE, notamment sur la possibilité de gagner une lettre? Alors, non, justement, j'ai regardé, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui synthétise ça, et j'ai l'impression que c'est une problématique que vous avez beaucoup. Donc justement, moi-même, j'ai hésité à faire un truc, d'ailleurs c'est sur ma to-do list avec un point d'interrogation, là-dessus. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je veux bien que vous me disiez en commentaire de la vidéo si ça vous intéresserait. Par ailleurs, pour ceux qui ne connaissaient pas ce format, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo-là et j'y répondrai dans la vidéo du prochain trimestre. Et enfin, on a une question de tout au poil sur le crowdfunding immobilier. Bonjour Julien, la dernière fois que j'ai vérifié, le taux de défaut en crowdfunding immobilier était de 0,34%. Personnellement, je mets pas mal en crowdfunding car même sur une opération plantée, j'ai toujours récupéré mon capital. En réalité, la construction immobilière en France est relativement sécure par rapport à d'autres pays, procédures, garanties financières d'achèvement, critères bancaires, etc. Qu'en penses-tu? Alors moi, je suis pas fan du crowdfunding immobilier parce que, bon, certes, on a le taux de défaut historique, c'est le taux de défaut historique. On ne sait pas, voilà, on avait d'un marché hyper favorable. Et puis, surtout, le crowdfunding, en fait, faut toujours regarder celui qui va chercher de l'argent là-dessus, quelles étaient ses alternatives avant.
Et un peu comme on dit que dans l'investissement en start-up, celui qui arrive sur le crowdfunding, c'est souvent celui que les business angels avant ont refusé. Sur le crowdfunding immobilier, c'est souvent des choses qu'on n'a pas pu financer auprès des banques. Sinon, quelqu'un n'aurait pas intérêt à aller emprunter à 8 ou 9% sur une crowdfunding immobilier s'il avait trouvé une banque qui lui prête à 5%. Sauf dans des cas que je citais dans une vidéo où il y a des intérêts de communication ou des intérêts réglementaires. C'est le cas par exemple du crowdfunding en énergie renouvelable, moi qui est d'ailleurs le seul crowdfunding que je fais. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus. Donc voilà, moi je ne suis pas fan du crowdfunding immobilier pour cette raison-là. Voilà, à chacun son jugement là-dessus. J'espère que vous avez progressé en tant qu'investisseur avec tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Voilà, c'est un format un peu informel où c'est comme on s'est discuté avec moi dans mon salon. Je sais que vous êtes de plus en plus à l'apprécier. N'hésitez pas, si vous avez des amis investisseurs, à relayer cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne. Je mets toutes les ressources dont on a discuté dans la vidéo dans la description. Je vous mets également mes livres pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont toujours autant plébiscités sur Amazon avec l'investissement immobilier locatif intelligent, toujours numéro 1 en tête des ventes de la catégorie immobilier. Et ça fait 6 ans avec les versions qui ont été mises à jour au fur et à mesure qu'on la tient, donc j'en suis très content. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit like si vous l'avez aimé, de vous abonner à la chaîne. Merci à vous.